Pour parler du corps, j'ai essayé de chercher le vivant dans le corps de l'acteur. Et je n'ai trouvé que le vide, le manque, le trou. Ce que disait ma collègue Concha Pérez à propos d'un objet d'étude tout à fait différent, hier, à propos de Don Juan. Et je n'aurais pas grand-chose d'autre à ajouter moi-même, puisque j'arrive à la même conclusion à partir d'un objet totalement différent, qui est l'entraînement de l'acteur. Sauf que nous parlons tous les deux de théâtre. Et ce manque, ce vide, ce trou provoque chez le spectateur un point de vertige et de débandade. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc si, pour des raisons diverses, il m'arrivait un collapsus à l'instant même, ou si les volcans de Charleroi entraient en éruption et nous pétrifiaient brutalement tous ensemble, ou si, pour des raisons ou une autre, il y avait un court-circuit général au niveau des technologies, que nous soyons plongés dans le noir,
Je pourrais m'arrêter ici, vous auriez tout compris de ce que j'ai à vous dire. Mais j'ai encore quelques minutes pour le développer, donc c'est ce que je vais faire. Bien sûr, je remercie les organisateurs de ce colloque, toute son équipe, ainsi que l'Académie royale de Belgique pour cette invitation à participer à cette rencontre fort passionnante. J'aborderai la thématique de notre colloque à partir de mon domaine de recherche, les arts du spectacle et les arts théâtrales, mais je ferai quelques débordements sur d'autres disciplines très rapidement. L'expérience relatée ici concerne, comme vous l'avez vu, un entraînement centré sur le masque neutre et les organes, réalisé avec des étudiants que j'ai dirigés en 2006. L'objectif de l'exercice est double. D'une part, découvrir le corps intérieur et profond de l'acteur, et d'autre part, essayer de projeter les organes hors du corps. Outre le protocole et le vécu réel de la recherche-action, mon exploration prend appui sur l'enregistrement vidéo que je vous ai proposé et sur une série de courts textes rédigés par les comédiens à l'issue du travail. Ma communication est donc ponctuée par ces 3 séquences vidéo très brèves, présentant une sélection de moments singuliers, de noyaux d'intensité, d'énergie et de tonicité, d'impulsion et d'élan, qui sont à l'origine du drame et qui participent au façonnage et à la structuration des actes verbo-corporels et s'apparentent à des réservoirs de vivant qui caractérisent l'action performative et dramatique. Pour l'analyse du travail corporel et vocal de l'acteur au théâtre, je dois signaler tout de suite, et je dois vous demander de m'excuser là-dessus, que les termes dont nous disposons, corps, esprit, physique, mental, psychique, âme, qui mêlent matérialisme et spiritualisme, sont peu pertinents pour la recherche de ce point de vue, du point de vue scientifique, car ce sont des termes trop flous, trop génériques, trop globaux, trop abstraits. Mais, toutefois, faute de mieux, et à cause du manque de temps dont je dispose, je les utiliserai quand même afin de faciliter la conversation et la communication orale. Mais disons que la notion centrale qui me permet pour l'instant de scruter le vivant, c'est le but, est celle d'actes verbaux corporels. Par ailleurs, je précise ici d'entrée de jeu 2 définitions importantes, celle du terme « organe », qui signifie ici « partie du corps ». Partie du corps assurant des fonctions plus ou moins vitales, permettant de réaliser les actions physiques plus ou moins essentielles, ou encore favorisant les pulsions et les fantasmes. Respirer, s'allonger, se concentrer, voir, se lever, marcher, toucher, caresser, sentir, communiquer, entrer en contact. Celle du terme drame, employé dans son sens étymologique, du grec drama, action. Les questions problématiques que j'essaye d'étudier sont les suivantes. Qu'est-ce que le vivant dans l'entraînement de l'acteur? Comment se façonne-t-il dans le travail? S'exprime-t-il? Et se repère-t-il? Ma démarche est empirique et expérimentale, c'est-à-dire qu'elle part du concret absolu vers l'abstrait, en appliquant une méthode que je définis de nature génétique et systémique. Cette présente recherche se situe dans le droit fil des travaux professionnels que j'ai publiés, en particulier dans les 3 ouvrages récents suivants. Je vous les mets ici à l'écran. Ces références ont pour but d'étayer mes propos et d'affermir ce que je vais vous dire trop vite et d'une manière bien trop schématique. Premier point, repérage et identification du vivant dans ce que nous venons de voir. Je ne commenterai que les 2 premières séquences vidéo et les 2 premières séries d'indices compte tenu du temps imparti. Premier point, authenticité et animalité. Indice A, je vous les ai déjà repérés, repliement, accroupissement, rassemblement. On observe un accroissement du niveau de concentration et d'écoute intérieure du con profond avec le masque neutre chez les acteurs. Il y a un repliement sur soi
à cause de la neutralisation de l'expression du visage et de la gêne occasionnée par le masque, qui entraîne la prise de conscience de phénomènes habituellement passés sous silence comme la respiration et en particulier d'une façon très importante l'inspire et l'expire. N'oublions pas que la vie et la mort se situent entre deux souffles extrêmes, celui du cri de la naissance et celui de l'expiration, de l'agonie et de la mort. Concentration de l'acteur sur son fort intérieur, sa conscience, et perception des micro-mouvements et des bruits du corps liés à la vie interne. Conscientisation des organes, des flux du moi, nez, bouche, poumons, yeux, air, personne physique et mentale. Sensation du corps de dedans et des connexions par rapport à l'environnement. Effet de silence, d'inertie, de calme, de paix, d'immobilité. Expression d'une authenticité et d'une animalité à travers le rapport au corps instinctif et primitif. Indice B, reptation, adhésion, abandon. On découvre ici un obstacle majeur, le poids du corps et la gravité, qui luttent contre le dynamisme du vivant, la mise en branle de la marche, du mouvement, de l'action du corps. Il y a une valorisation de la vie intérieure à travers ces expressions qui transforment la nature de la vie. Morcellement, démultiplication, alourdissement du corps. Les épaules, la tête, les cuisses, le ventre sont comme lestés par l'idée de vivant. Arrachement des membres du sol. Il faut faire avancer le buste, le bassin, les genoux, les coudes, déjouer la pesanteur et l'adhérence du corps au plancher, pousser, tirer en avant, se traîner, glisser au ras du sol. La reptation se présente comme un compromis entre la position accroupie de l'animal et la position debout de l'humain. Contrôle et retenue. Indice, étirement, flexion, parcimonie. On passe ici de l'intériorisation à l'extériorisation. Étirement des membres, des muscles, du son de la voix jusqu'au cri. Recherche d'un espace hors des frontières du corps interne. C'est la projection vers l'extérieur qui est contrôlée et maîtrisée, mais sans rupture brutale, sans excès, sans cassure nette. C'est une progression non linéaire, avec possibilité toujours de reflux et de retour en arrière. Flexion du corps, retrait introspectif parfois intense, parfois partiel. Indice B. Dissociation des doigts, des pieds, des coudes, de la tête. Plutôt qu'un système global de régulation de l'activité corporelle et vocale, le contrôle s'opère à travers des micro-gestes facilités par le morcellement, recomposition des parties du corps. Dissociation des doigts, des pieds, des coudes, de la tête, mais sans parvenir toutefois à concerner encore les plus petites unités ou segments du corps, par exemple les phalanges ou les orteils. Une main, explorée jusqu'au niveau de l'index ou du pouce, peut prétendre à une autre fonction que saisir ou relâcher un objet, que toucher ou s'éloigner d'un obstacle. Elle peut servir, cette main, à tâter, palper, indiquer une direction, tracer des signes ou des cercles plus ou moins énigmatiques. Elle se charge donc d'une fonction symbolique. La traversée du souffle entre les organes et les cavités du corps, bouche, palais, larynx, corde vocale, poumons, diaphragme, abdomen, est susceptible d'inventer des sons jusque-là inconnus, porteurs de sensations et de significations. Ici, je ne commente pas ce point parce que ça serait trop long. Je passe à la diapositive 6. Je vais essayer d'analyser ces éléments que je viens de repérer sous la forme d'objectifs et d'enjeux performatifs et dramatiques. Quelle est la nature du vivant ?
c'est déjouer pratiquement les stéréotypes et les préjugés sur le corps. Ils sont énormes et nombreux. Intérieur, extérieur, apparence, authenticité, humanité, animalité, nature, culture, inné, acquis, formation, déformation. La redécouverte de la sincérité du corps et des forces instinctuelles et instinctives est un moment clé. Ce qu'un participant nomme dans son travail, son compte rendu, une animalité humaine. La formation à l'art dramatique requiert un travail d'érosion des habitudes et des certitudes. La mise en œuvre du caractère vivant du corps impose le passage des frontières entre l'humain et l'inhumain, entre l'homme et l'animal, comme entre l'organique et l'inorganique, entre le règne des êtres vivants et des objets inanimés. La mutation des sensations et le changement des apparences permettent de construire un nouveau corps, un nouvel état de corps, plus souple, plus réactif à la vie. Et là, évidemment, il faudrait faire apparaître le concept de corps sans organes d'Artaud et de Deleuze. Mais ce corps artificiel et créatif, émancipé de ses fonctions contraintes biologiques ou considéré comme tel, imaginairement parlant. L'acteur élabore un autre lui-même construit à partir de composantes artistiques matérielles, rythme, sensation, rupture, enchaînement, portion d'activité, qualifié par un comédien en ces termes, je cite, « explosion, cyclone permanent, froid, tourbillon d'images et de sensations », fin de citation. Or, toutes ces composantes qui accèdent à la visibilité grâce aux propositions de jeu réalisées sur le plateau ne parviennent pas à enserrer la vie pour autant, ni même à donner une représentation de la vie, parce qu'elle ne peut pas être saisie ni représentée dans son entièreté. Notre collègue qui introduisait ce colloque disait que l'art de l'acteur en Grèce n'était pas la présence. Ce qui est donné donc à voir, c'est plutôt un manque. Et ce manque apparaît comme un substitut de la vie. Chaque acteur, cherchant à l'identifier à sa façon, je cite, « un grand vide », écrit un étudiant. Un corps, c'est lourd. Un amusement qui se renouvelle avec chaque partie du corps, c'est drôle, surprenant, désopilant, dit un autre étudiant. Ce point singulier sur l'impuissance à représenter ce qui est vivant en l'homme rejoint un aspect du spectacle Giulio Cesare de Castellucci. Afin de donner à voir, je cite, la chair de la parole, explique en substance le metteur en scène, un acteur s'insère un endoscope dans une narine de manière à faire, je cite, voir le voyage à reculons de la voix jusqu'au seuil des cordes vocales. Une projection centrale permettra la vision de la gorge d'où sort la voix. Le cadre de scène d'arriver à une littéralité qui devient vertige. L'image vue réalise en fait la parfaite correspondance entre la parole et sa vision, la vision de son origine charnelle, et produit, c'est toujours Castellucci qui parle, et produit une débandade, car on ne sait plus très bien quelle partie prévaut, la lettre dite ou la vue de la lettre. Fin de citation. C'est en quelque sorte le substratum de l'art du théâtre, à partir duquel nous voyons le théâtron. Ce que l'artiste appelle dans son langage vertige ou débandade revient à nommer ce manque, ce vivant qui échappe et dont la projection de l'organe, les cordes vocales, conduit à constater irréfutablement l'absence, d'où le vertige qui s'empare du spectateur. Et c'est à ce moment-là, me semble-t-il, que quand le vertige s'empare du spectateur qu'il y a cette débandade, eh bien nous arrivons
à l'effondrement dont Élodie Verlinden nous parlait dans l'adhésion à ce qui ne peut pas être reçu par le spectateur et où il y a une chute, un effondrement d'adhésion par rapport au spectacle. Donc vous avez compris que la recherche du vivant n'aboutit qu'au manque, au vide, à l'absence. Et donc la question de la présence au théâtre est une question paradoxale. Parce que pour produire cette absence, il faut une super présence. Et donc il ne faut pas prendre le fait pour sa représentation ou prendre la chose pour son illusion, pour son apparence. Le grand acteur trésor vivant Michel Bouquet, c'est un trésor vivant qui a 90 ans, nous dit que l'art dramatique n'existe pas. Après 91 ans d'exercice de son métier, il nous dit que l'art qu'il pratique n'existe pas. Eh bien, nous qui enseignons cet art, nous enseignons également un art qui n'existe pas. Et c'est dans ce paradoxe de présence-absence que se situe cette illusion de vivant que recherche le théâtre. Et là, je sors de mon cadre qui est les études théâtrales et les arts du spectacle, pour faire quelques autres incursions en vous signalant, par exemple, que pour le neurobiologiste Lionel Nakache, pour parler du rapport de la matière et de l'esprit, l'âme n'est pas dans le cerveau. Et pour l'épigénétique, je vous dis un livre intéressant aussi de ce point de vue, La symphonie du vivant, de Joël de René. Nous venons d'apprendre, de découvrir que le fatalisme du déterminisme génétique n'est plus le même aujourd'hui qu'il y a 30 ans, puisque le rapport de l'acquis et de l'inné n'est plus aujourd'hui le même. Joël de René nous apprend qu'il existe un ADN social, à côté de l'ADN génétique. Donc, le fatalisme du déterminisme biologique est remis en cause aujourd'hui, et donc, forcément, ça a des conséquences sur toute notre affaire. Ça veut dire que, d'une certaine manière, l'acteur peut devenir, comme tout humain, le chef d'orchestre de son propre corps. Alors, ça change beaucoup de choses. Et on voit à quel point tout l'apport d'Artaud sur ce domaine est capital. Et de Deleuze, comme je le disais, par rapport à ce rapport au corps sans organes. J'ai terminé et j'attends vos questions. Merci.